Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Patricia Bouchon. Patricia Bouchon a des rituels. Tous les matins, elle se lève à 4h15 précises. En silence, pour ne pas réveiller son mari ni sa fille, elle se glisse à l'extérieur de la maison et part courir une demi-heure. Puis elle rentre chez elle et elle se prépare pour sa journée. Une routine quotidienne qu'elle ne raterait pour rien au monde. Mais ce lundi 14 février 2011, jour de la Saint-Valentin, Patricia ne revient pas après son jogging. Elle se volatilise sans explication. A-t-elle été victime d'un accident? À moins qu'elle n'ait fait une mauvaise rencontre. La réponse tout de suite dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle. Lundi 14 février 2011, vers 4h30 du matin. Dans le froid de l'hiver, une femme court, seule, le long d'une route de campagne. Devant elle, un véhicule arrêté sur la chaussée. Subitement, la voiture démarre et la rattrape. Quelques mètres plus loin, son conducteur frappe la joggeuse qui s'écroule. Il tente de la déshabiller, mais elle crie et se défend de toutes ses forces. Il l'étrangle. Puis, l'homme emporte le corps sans vie de la femme et l'abandonne dans un fossé. C'est le début d'une affaire criminelle qui va traumatiser une région tout entière pendant de longs mois. Tout commence à Bouloc, un petit village situé au nord-ouest de Toulouse. C'est là que vivent Patricia, 49 ans, et son mari, Christian, 51 ans. Elle est assistante dans un cabinet d'avocats. Lui, il travaille pour la grande distribution. Cela fait 3 ans qu'ils ont quitté la région parisienne pour mener une vie tranquille, loin des bruits de la ville. C'est une petite commune en milieu très rural. Un petit village en banlieue toulousaine. Caroline Bouchon, fille de Patricia Bouchon. Très peu d'habitants, relativement tranquille, paisible. Il se passe en gros pas grand-chose, un cambriolage de temps en temps. Jean Coadon, chroniqueur judiciaire à la Dépêche du Midi. Enfin, jamais en tout cas d'agression violente ou de choses qui aient réellement marqué l'actualité. Patricia et Christian forment un couple sans histoire. Chaque matin, vers 4h15, Patricia a l'habitude de sortir courir une demi-heure. Ce jogging est pour elle un moment de solitude et de silence qu'elle apprécie particulièrement. Elle court à petite foulée le long de la route qui mène à la ville voisine de Fronton. Mais ce matin du 14 février 2011, la vie du couple bascule. Il est maintenant 5h45. Christian Bouchon se réveille. Comme chaque lundi, il doit prendre l'avion pour aller travailler à Lyon. Pourtant, quelque chose cloche. Patricia n'est pas encore rentrée de son jogging. Lorsque je me rends compte qu'elle est absente encore à 6h le matin. Christian Bouchon, mari de Patricia Bouchon. La connaissant, mon inquiétude est immédiate. Elle est immédiate dans le sens qu'à 6h du matin, elle est là. Patricia Bouchon est quelqu'un qui a une vie extrêmement millimétrée. Léna Barrault, avocate des parties civiles. Elle est très à cheval sur les horaires, elle a des rituels, c'est-à-dire qu'elle part courir à peu près toujours à la même heure et elle revient aussi à la même heure. Christian est de plus en plus inquiet. Il n'a aucun moyen de contacter Patricia car elle a laissé son portable chez eux.
Ma femme part pas en jogging avec son téléphone, elle part juste avec les clés de la maison, et puis voilà quoi. Pour courir, c'est pas pratique d'avoir des objets dans les poches. Et puis en plus, un petit village comme celui-ci, pourquoi faire? Pour courir une demi-heure, prendre son téléphone, c'était pas nécessaire, quoi. Il fait encore nuit. La pluie tombe et accentue le froid hivernal. Angoissé, Christian décide de partir à la recherche de sa femme. Je m'habille, je prends ma voiture et je vais chercher en ville. Il va effectuer le tour que son épouse effectue très régulièrement. Christian connaît bien les itinéraires de Patricia autour de Bouloc. En partant de son domicile, elle passe toujours par le centre-ville, puis elle prend la route de Fronton. Cela fait maintenant une bonne heure que Christian cherche sa femme. Et toujours rien. Aucune trace de la joggeuse. Alors il se résout à contacter la gendarmerie. Quand le tour en voiture ne donne rien, il s'inquiète forcément et il donne l'alerte. On envoie une patrouille sur place. Ils appellent à droite à gauche, en fait, leurs collègues pour commencer à regarder sur Bouloc les voitures qui étaient en circulation. Elle a pu se faire mal en courant. Elle avait des problèmes de tendinite, donc peut-être que c'est ça qui a été réveillé par l'exercice physique. Finalement, bon, elle est quelque part en train de marcher, mais on trouve rien. Les heures passent et aucune nouvelle de Patricia. À la brigade, plusieurs hypothèses sont envisagées. Qu'est-ce qu'on peut envisager avec une femme qui disparaît? Le mari, il comprend pas. C'est vraiment pas dans les habitudes de son épouse de disparaître comme ça. Elle a une vie qui est très très réglée. La fugue, non, elle serait jamais partie comme elle est en jogging. Donc, j'ai jamais pensé à ça, quoi. Jamais. C'est une mère de famille assez rangée. Stéphane Boucher, chroniqueur judiciaire. C'est pas le genre de personne à avoir des sautes d'humeur ou à quitter tout du jour au lendemain. Les gendarmes se rendent compte que Patricia est une femme sans histoire. Alors peut-être est-elle blessée. Et sans téléphone portable, elle ne peut prévenir personne. Ce qui a été envisagé par la famille immédiatement, c'est l'accident. La famille n'était pas ravie qu'elle parte courir, vous vous doutez bien, le matin, de nuit, ça inquiétait tout le monde. On est en plein hiver, c'est un endroit qui a quand même pas mal de brouillard la nuit. Il y a aussi cette hypothèse-là, qu'elle ait été heurtée par un véhicule et qu'elle ait été peut-être blessée accidentellement. Pour moi, elle était à l'hôpital, hein. Quelqu'un l'avait ramassée et elle se trouvait dans un hôpital quelque part. Mais cette nouvelle piste ne donne rien. Aucun hôpital de la région n'a reçu de personne correspondant au signalement de Patricia. Ça commençait à faire très très peur, que le tour des hôpitaux avait rien donné. Elle a disparu, mais où, pourquoi? Pas d'elle-même en tout cas. L'angoisse monte d'un cran quand les forces de l'ordre apposent partout dans le village des avis de recherche pour disparition inquiétante. Le moment où, avec mon père, on a compris qu'il se passait quelque chose de réellement grave, c'est lorsqu'on a vu le visage de ma mère placardé partout dans Bouloc. La disparition inquiétante, elle a été évaluée dans la journée de lundi. C'est-à-dire que quand, dans l'après-midi du lundi, les gendarmes ont trouvé aucun élément sérieux, qu'ils ont compris qu'il y avait là un vrai problème. Là, on se dit, il s'est passé quelque chose de grave. Sandra Damiano, sœur de Patricia Bouchon. Sûrement que Pat a fait une mauvaise rencontre. Dès lors, l'enquête est confiée à la section de recherche de Toulouse. Et pour tenter de comprendre ce qui a pu arriver, les gendarmes se penchent sur la vie et la personnalité de Patricia. Ils commencent par interroger ses proches. Moi, je l'ai rencontrée, j'avais pas 18 ans. On est restés ensemble plus de 40 ans. C'est une personne pleine de contrastes. J'aimais beaucoup de choses. J'aimais sa façon d'être entière, sa façon d'être aimante, sa façon d'être catastrophique aussi. J'aimais sa façon de s'énerver. Ma mère était sportive, courageuse, ambitieuse. Carline Bouchon,
fille de Patricia Bouchon. Perfectionniste, envers elle-même d'ailleurs, beaucoup, et envers les autres, surtout envers les gens qu'elle aimait. C'est quelqu'un qui fait pas parler d'elle, qui va toujours agir, toujours de manière très réservée, très discrète. Je suis unique, hein, donc autant dire qu'on avait quand même un rapport assez fusionnel. On s'était dit qu'on s'aimait la veille, et je crois que c'est heureusement une des plus belles chances que j'ai eues. La famille livre alors aux enquêteurs une information importante. Depuis des années, Patricia souffre d'une maladie qui empoisonne sa vie quotidienne. Ma femme, je voyais qu'elle était de plus en plus malade et je savais qu'elle avait ces TOC. Christian Bouchon, mari de Patricia Bouchon. C'est mon grand regret de ne pas avoir fait plus pour la soigner à ce niveau-là. Elle a beaucoup de TOC. C'est pas commun de partir courir le matin à 4h30 et elle le fait de manière très régulière. Jean Coadon, chroniqueur judiciaire à la Dépêche du Midi. Elle a aussi, vis-à-vis de la propreté de sa maison, des comportements qui sont assez particuliers. Faire un lit, ça prenait une demi-heure. Il fallait absolument tout nettoyer avant de partir, etc. Comme tout prenait beaucoup de temps, elle était obligée de se lever de plus en plus tôt. Ma sœur vit toujours avec une montre ou une pendule. Son réveil sonne à telle heure elle va courir, à telle heure elle déjeune, à telle heure elle rentre. Pour les gendarmes, courir de nuit et toujours sur le même circuit peut s'avérer dangereux. Un prédateur sexuel aurait pu repérer cette routine et s'attaquer à la joggeuse. Alors, dès le lendemain de sa disparition, il renforce le dispositif de recherche pour retrouver Patricia. C'est simple, on est en plein film d'horreur, quoi. J'ai jamais vu autant d'hélicoptères survoler un village comme Bouloc. J'ai jamais vu autant d'escadrons de gendarmes fouiller des champs. Il y a également une forte mobilisation des gendarmes mobiles qui vont sonder un certain nombre de lacs, de puits. Les plongeurs vont notamment vérifier le canal latéral de la Garonne qui est un peu plus loin. Bouloc était envahi de gendarmes et de militaires. Il y a une cellule de recherche vraiment très très active. À ce moment-là, on a le sentiment qu'on va trouver très très rapidement dans des temps vraiment très courts. On y croit vraiment. Ce dispositif hors norme se révèle vite payant, car cette mobilisation exceptionnelle provoque un rebondissement qui marque le premier tournant de l'enquête. Le même jour, dans la soirée, un couple de retraités, alertés par le déploiement des forces de gendarmerie, se rend à Fronton et ils livrent une information très inquiétante. Un couple d'habitants de Bouloc, conscient de ce qui est en train de se passer, va aller voir la gendarmerie en rapportant un incident qui a eu lieu la nuit dernière, sur lequel ils ne se sont pas vraiment inquiétés au départ. Les retraités habitent dans une impasse toute proche de la départementale qui traverse Bouloc. La nuit de la disparition, ils ont été réveillés par des éclats de voix venant de l'extérieur. Il est entre 4h30 et 4h45. Stéphane Juillard, avocat des parties civiles. C'est un couple qui a l'habitude de dormir en plein hiver avec les fenêtres ouvertes. Ils expliquent avoir entendu des cris de femmes. Léna Barrault, avocate des parties civiles. Au début, ils apparentent ça même à un animal, c'est-à-dire qu'un cri de douleur suivi d'un silence. Puis, ils entendent la voix d'un homme dire à plusieurs reprises « Excuse-moi, excuse-moi ». Il confie aux enquêteurs avoir entendu l'homme pleurer en répétant ces mots 6 ou 7 fois. Et ils donnent un dernier détail. 15 à 20 minutes après, ils entendent un véhicule démarrer et quitter le chemin. À ce moment-là, pour moi, ça veut rien dire, en fait. J'ai pas la confirmation qu'il s'agit de ma mère. Les gendarmes se rendent immédiatement dans l'impasse. Ils espèrent trouver des éléments qui les mettront sur la piste de Patricia. Et ce qu'ils y découvrent confirme qu'ils sont au bon endroit.
Une fois arrivé sur place, il n'y a pas besoin d'être un grand criminaliste pour constater qu'il y a quand même des éléments suspects. Les indices qui ont été retrouvés dans cette impasse laissent craindre le pire. En fouillant les lieux, les gendarmes trouvent un élastique à cheveux, un piercing de nez et une boucle d'oreille. Tous ces objets semblent avoir été arrachés avec une grande violence. Ils découvrent aussi des touffes de cheveux et surtout des taches de sang. Le sang de Patricia. De suite, on présuppose qu'il y a eu une agression extrêmement longue et violente à cet endroit-là, puisque effectivement les traces de sang sont repérées à 40 mètres, puis 110 mètres. C'est une première catastrophe qui se passe. Qu'on vous amène un piercing, une boucle d'oreille, que vous attestez que c'est votre femme. Et là où c'est la grosse catastrophe, c'est qu'on vous dit qu'on a trouvé une tache de sang qui, par rapport à sa profondeur, peut aller jusqu'à 1 litre. C'est plus de la peur, c'est de la terreur. Aucun doute, Patricia a été violemment agressée. Mais où est-elle maintenant? Malgré des recherches aux abords de l'impasse, toujours aucune trace de la joggeuse. Le corps de Patricia Bouchon n'est pas là. Bien sûr, on vérifie dans le champ qui est juste à côté, mais aussi autour, et on ne trouve rien. Les enquêteurs isolent une trace de pneu. On peut s'imaginer Stéphane Boucher, chroniqueur judiciaire. Que Patricia soit toujours vivante, qu'elle ait été peut-être embarquée, mise, pourquoi pas, dans le coffre de cette voiture et emmenée vers une destination inconnue. Face à ces indices inquiétants, la justice déclenche une procédure pour enlèvement et violence. Les gendarmes n'écartent aucune piste, y compris celle de l'entourage familial, et ils se tournent tout naturellement vers la dernière personne à l'avoir vue vivante, son mari, Christian. Les enquêteurs devinent que c'est quand même un couple au comportement assez particulier. Patricia Bouchon, elle est réglée sur une organisation extrêmement stricte. Son mari n'est là que le week-end parce que son activité l'entraîne chaque semaine loin de Bouloc. Et il est très rarement là. Il travaille dans la grande distribution. Il s'occupe d'installer des magasins de bricolage. Donc il est souvent sur la route. C'est peut-être pas une vie hyper harmonieuse, mais en même temps, personne n'est là pour dire que entre eux, il y avait une difficulté. Discrètement, les enquêteurs observent le comportement de Christian. Mais rien n'attire leur attention. Alors ils se rendent au domicile conjugal pour effectuer une perquisition. Quelqu'un s'est présenté comme directeur d'enquête. Ce directeur d'enquête-là était très courtois, soft, compréhensif de ma situation. Je devenais intéressant dans ce sens-là. Au niveau de l'interrogatoire, il fallait vraiment qu'on essaye de comprendre ce qui s'était passé pendant, avant. On cherche évidemment, est-ce qu'il n'y a pas des antécédents judiciaires? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à gratter du côté du mari? Christian pourrait-il être, de près ou de loin, impliqué dans la disparition de sa femme? Rapidement, il est dans le viseur des enquêteurs. Je me suis jamais senti suspect, mais on sent quand même que ça gratte. On cherche des choses. On va analyser les pneus de son véhicule puisqu'on retrouve des traces à l'entrée du chemin. Sans résultat. Christian est ensuite placé sur écoute téléphonique. Ses habitudes et son emploi du temps sont passés au crible. Les gendarmes ne veulent rien rater. Mais là encore, rien à signaler. Aucun élément suspect dans le comportement du mari. Et finalement, c'est un petit peu comme sa femme. Il n'y a absolument rien à dire. Il a le profil également de Monsieur Tout-le-Monde. Christian mis hors de cause, comment relancer l'enquête? Les gendarmes décident de médiatiser l'affaire.
Cette disparition qui inquiète au plus haut point les enquêteurs, une femme de 49 ans n'a plus donné de nouvelles depuis hier matin tout près de Toulouse. Elle était partie courir de très bonne heure en pleine campagne. Pour l'instant, les enquêteurs ne disposent d'aucun élément personnel ni d'aucun indice concret qui leur permette de privilégier une piste quelconque. Mais une semaine plus tard, l'enquête fait un bond en avant. Un homme se présente à la gendarmerie et il affirme avoir vu Patricia lors de son jogging matinal le jour de sa disparition. Cet homme, en fait, est chauffeur-livreur à Montauban. Alors qu'il est à bord de son véhicule, il croise Patricia Bouchon qui est en train de courir. Léna Barrault, avocate des parties civiles. Et quelques secondes à peine après, il croise un véhicule qui est stationné feu éteint et qui va le surprendre. Et lui va manquer presque de le percuter. Il s'arrête et là, il voit un homme au volant, entre 30 et 40 ans, avec un bonnet sur la tête. Il peut même reconnaître la voiture dans laquelle est cet homme. C'est une Clio première génération. Pour les gendarmes, le conducteur de cette Clio est un témoin clé qu'il faut absolument auditionner. Mais si le chauffeur-livreur a bien vu la voiture, il ne se souvient plus vraiment de sa couleur. En revanche, il a parfaitement distingué son conducteur. Cet homme l'a regardé quelques secondes et a redémarré en trompe. Cet occupant de la Clio est peut-être lié à la disparition mystérieuse de Patricia. À partir des déclarations du témoin, les enquêteurs établissent le portrait robot de l'homme au bonnet noir. Ils tiennent enfin un début de piste et veulent l'exploiter immédiatement. Munis du portrait robot, ils font du porte-à-porte sur Bouloc et ses environs. Sans succès. Alors ils décident d'interroger les éboueurs qui parcourent dès l'aube tous les villages de la région. Peut-être auront-ils remarqué Patricia, la voiture ou l'homme au bonnet noir. Mais là encore, aucune réponse intéressante. Pourtant, l'un des éboueurs retient leur attention. C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il vit à Bouloc, chez ses parents. Décrit comme renfermé et solitaire, il n'a pas de petite copine. Et un détail interpelle les gendarmes. Il connaît Patricia. Quand il l'interroge sur son emploi du temps au moment des faits, le jeune homme affirme qu'il ne travaillait pas. Mais il n'a pas d'alibi pour cette nuit-là. Alors les enquêteurs le placent en garde à vue. Et ils découvrent un aspect troublant de sa personnalité. Il a une habitude un petit peu singulière, c'est de récupérer des sous-vêtements féminins dans les poubelles. On dit qu'il aurait une passion pour les petites culottes. Jean Coadon, chroniqueur judiciaire à la Dépêche du Midi. Le profil est intéressant. Cette manie pourrait bien correspondre au profil de prédateur sexuel qu'il recherche. D'autant que le jeune homme confesse être sorti fouiller les poubelles cette fameuse nuit du 14 février. Pour la famille de la joggeuse, l'espoir de la retrouver vivante renaît enfin. Il y a quand même un moment d'euphorie. Caroline Bouchon, fille de Patricia Bouchon. Parce qu'on se dit qu'on va enfin savoir où est ma mère, qui l'a agressée, pourquoi, pour quelle raison. Les gendarmes perquisitionnent son domicile. En fouillant la maison, ils tombent sur des coupures de presse relatives à la disparition de Patricia. Et ça n'est pas tout. Il possède une Clio et on se souvient que le témoin qui est passé là a décrit une Clio. Des éléments qui placent le jeune éboueur tout en haut de la liste des suspects. Alors, l'interrogatoire se poursuit. Mais une fois encore, la piste ne donnera rien. On mène des vérifications, son emploi du temps qui colle pas vraiment, mais puis la fameuse voiture qui pouvait être une piste intéressante, en fait, elle est en panne. On constate très vite que ce véhicule n'a pas pu se trouver à l'endroit de la disparition de Patricia Bouchon. Ce n'est donc pas la Clio aperçue par le chauffeur-livreur. Faute de preuves, le jeune homme est relâché.
Retour donc à la case départ pour les gendarmes. Pourtant, il faut faire vite, car Patricia est peut-être encore vivante. Il y a quand même la pression sur les enquêteurs, parce que si elle a été séquestrée... Stéphane Boucher, chroniqueur judiciaire. Plus les jours passent et plus l'espoir de la retrouver vivante s'amenuise. On peut pas s'empêcher d'imaginer que quelqu'un la retient et lui fait du mal. Les gendarmes intensifient leurs recherches. Ils organisent d'autres battues, sondent à nouveau les points d'eau, explorent chaque mètre carré des bois alentours. Et ils interrogent sans relâche les habitants. Sans résultat. L'enquête est au point mort. Mais le 29 mars 2011, un mois et demi après la disparition de Patricia, les gendarmes reçoivent une visite inespérée. Celle d'un chasseur qui connaît bien la région. Et l'homme vient de faire une découverte capitale, à 12 kilomètres de Bouloc. En fin de journée, un chasseur essaye de retrouver un chien qui s'est égaré lors d'une battue. Ce témoin va apercevoir sous un petit pont, dans une espèce de buse, ce qu'il ne comprend pas très bien au départ de quoi il s'agit. Il va s'approcher et se rendre compte que c'est un corps. Un corps humain, visiblement une femme. Elle a un jogging, ce qui peut évidemment laisser penser à Patricia. On m'a appelé pour me dire que un corps avait été retrouvé. Dans ma tête, c'était elle. Les enquêteurs découvrent un cadavre à moitié immergé, face contre terre. Après un rapide examen, ils comprennent qu'il s'agit bien de la joggeuse. Et le mobile de l'agression semble assez clair. Et elle est partiellement dénudée, c'est-à-dire que son pantalon est baissé et son haut, le survêtement, est relevé. Et donc on peut évidemment, logiquement penser à une agression de type sexuel. Immédiatement, les gendarmes préviennent Christian. Lorsqu'il arrive sur les lieux, il s'effondre. On m'a amené une petite chaîne qu'elle avait à la cheville et une basket. Christian Bouchon, mari de Patricia Bouchon. Et là, c'était évident. C'est la deuxième fois que tout s'écroule. Les enquêteurs effectuent les premières constatations sur un corps qui a séjourné 6 semaines dans l'eau. On constate des traces de coups importants. Stéphane Juillard, avocat des parties civiles. Au niveau du crâne. Elle a le nez fracturé et puis les vertèbres fracturées également. Elle a une fracture du rocher. Et aussi des traces de strangulation. L'autopsie livre aussi une information capitale. 2 ADN masculins sont retrouvés sur le corps de la victime, mais leur analyse ne donne rien. Et les quelques traces ADN que l'on trouve sont des ADN partiels ou mélangés. Léna Barrault, avocate des parties civiles. Qui ne permettent pas de s'orienter vers quelqu'un en particulier. Cet ADN, il va avoir un gros travail de fait là-dessus. Il va être inscrit au fichier d'identification. Il reste inconnu à ce jour. Pour les gendarmes, c'est la douche froide. Mais cela ne les empêche pas, à ce stade de l'enquête, d'échafauder un premier scénario du meurtre. Patricia court le long de la route. Elle passe devant une Clio arrêtée sur le bas-côté. La voiture aurait ensuite démarré, l'aurait rattrapée, et son conducteur en serait descendu. Il aurait agressé Patricia dans l'impasse, là où ont été retrouvés ses bijoux arrachés. Puis, il aurait tenté de la violer, mais devant sa résistance, il aurait fini par la tuer. Enfin, il aurait transporté son corps à 12 kilomètres de là, à Villematier, là où le chasseur l'a découvert. Grâce à l'autopsie, les enquêteurs confirment que la joggeuse est morte étranglée
mais qu'elle n'a pas été violée. Sur le profil du tueur, par contre, c'est l'impasse. Un an a passé et l'enquête en est toujours au même point. Aucune piste sérieuse n'a été découverte. Alors, pour maintenir la pression, la famille de Patricia organise une marche blanche le 14 février 2012. C'est un hommage, mais c'est également une façon de réclamer que justice soit faite, puisque effectivement les habitants de Bouloc vivent dans la psychose, de se dire que l'assassin court toujours. Donc cette marche blanche allait dans ce sens, à la découverte de la vérité. Elle allait dans le sens aussi pour faire parler les gens. Carline Bouchon, fille de Patricia Bouchon. Ces gens qui avaient peur, qui osaient pas témoigner, ou qui avaient l'impression que leur témoignage pouvait être inutile. La moindre piste pour nous était importante. On a le sentiment que Sandra Damiano, sœur de Patricia Bouchon. Des événements comme ça peuvent aussi bousculer des choses, peuvent faire réagir des personnes. Donc on s'accroche à ça. Des centaines d'habitants de la région se joignent à la famille de Patricia. Ils défilent le long de l'itinéraire que la joggeuse avait l'habitude d'emprunter. Beaucoup de gens que je connaissais absolument pas étaient là et ça a quand même impacté beaucoup de gens, quoi. Et ces gens-là, ils sont avec nous, ce jour-là, quoi. C'est important. On n'a pas l'impression que ça puisse nous toucher personnellement. Et finalement, quand ça vous arrive, c'est pas juste une famille qui est touchée, c'est tout un village, c'est toute une région. Et puis ça donne de la force. Durant cette année, les gendarmes ne sont pas restés inactifs. Ils ont vérifié 1400 Clio et effectué 1600 tests ADN. Ils ont entendu 2200 personnes et 13 suspects ont été placés en garde à vue, sans aucun résultat. Il ne leur reste qu'un seul élément pour tenter de retrouver l'agresseur, le portrait robot du conducteur de la Clio. Jusqu'alors, ils ne l'avaient présenté qu'aux habitants de la région. Cette fois, ils décident de le diffuser au niveau national. Et le 4 décembre 2013, presque 3 ans après les faits, l'enquête connaît enfin un rebondissement. Un témoin se présente à la gendarmerie et il affirme qu'il a reconnu le conducteur de la Clio. Une personne va dire c'est Laurent Dejean. Jean Coadon, chroniqueur judiciaire à la Dépêche du Midi. Là, les gendarmes ont commencé à travailler un peu plus spécifiquement sur cet individu et vont aller de découverte en découverte. Ce qui est troublant, c'est que non seulement ça lui ressemble trait pour trait, mais surtout il y a ce bonnet. Bonnet qu'il avait l'habitude de porter en permanence en hiver. Ce jeune homme qui habite la commune avait été entendu au titre de témoin au départ de l'enquête. À l'époque, les gendarmes avaient été frappés par sa ressemblance avec le portrait robot. Ils avaient vérifié son emploi du temps au moment du crime, mais rien n'avait retenu leur attention. Aujourd'hui, tout est remis en cause, car après ce témoignage, des dizaines d'autres sont recueillis, et ils disent tous la même chose. La Dépêche du Midi va diffuser le portrait robot. Les gens qui voient le portrait robot disent mais oui, ça, ce monsieur on le connaît. 31 personnes l'ont reconnu. C'est pas 2, c'est 31. Donc bon, on peut se tromper, mais quand même. Donc il était quand même pour moi relativement ressemblant. Chaque récit conforte les gendarmes dans leurs convictions. Laurent Dejean est certainement le meurtrier de Patricia Bouchon. Mais ils n'imaginent pas à quel point cette enquête va leur réserver de nombreuses surprises. Pour commencer, ils s'intéressent de plus près à la personnalité du suspect. Il est célibataire, il travaille dans le bâtiment. Il est plutôt solitaire, mais il s'en porte très facilement. Et surtout, il présente une grande fragilité intellectuelle. Laurent Dejean, c'est un garçon qui a longtemps vécu avec sa mère, mais qui a dû s'installer dans un appartement parce que son comportement
vis-à-vis de sa mère était parfois violent. Ça fait partie de ces gens dont on ne sait pas s'ils sont vraiment malades psychiatriquement ou très instables humainement. Il est toxicomane. Il erre souvent dans le village à la recherche peut-être de produits stupéfiants. Pourtant, son casier judiciaire est vierge, mais ses proches le répètent, il est impulsif et instable. Un témoin raconte même que quelques jours après le meurtre de Patricia, il aurait vu Laurent Dejean errer en pleine nuit, puis agresser une personne à qui il demandait une cigarette. D'autres témoins, au contraire, le décrivent comme un homme simple et très attachant. Il est gentil. Guy Debuisson, avocat de la défense. C'est un garçon parfaitement cordial qui a l'habitude de parler de tout, de la nature en particulier, de sport. Atteint d'une légère déficience mentale, Laurent Dejean est placé sous curatelle renforcée. C'est-à-dire qu'un adulte, en l'occurrence sa mère, doit l'assister dans sa vie quotidienne. À 35 ans, il a du mal à se gérer tout seul. Il n'est pas autonome. On peut pas dire que ça soit véritablement un marginal au sens strict du terme. Stéphane Boucher, chroniqueur judiciaire. Mais c'est quelqu'un qui est un petit peu à la dérive. On a entendu des personnes qui ont dit qu'il se promenait la nuit. On sait pertinemment que c'était un type travailleur qui se levait tôt pour travailler. Face à cet individu souffrant de troubles mentaux, comment les auditions vont-elles se dérouler ? Dès le début de son interrogatoire, Laurent Dejean conteste toute implication dans le meurtre de Patricia. Et dans un premier temps, il affirme qu'il ne possède pas de Clio. La Clio, c'est quand même le point central depuis les heures qui ont suivi la disparition de Patricia. Ce Laurent Dejean, est-ce qu'il a une voiture et est-ce qu'il n'aurait pas une Clio ? Les enquêteurs découvrent que à cette époque, selon de nombreuses personnes, il roulait en Clio. Placé dos au mur, en fait, et confronté à ces témoignages, il admet à demi-mot qu'il a pu, à un moment donné, se trimballer au volant d'une Clio. Le problème pour les gendarmes, c'est que le suspect change souvent de version. Acculé, il avoue, mais il ajoute qu'il s'en est séparé en l'envoyant à la casse. S'il s'est débarrassé de cette voiture. Caroline Bouchon, fille de Patricia Bouchon. À ce moment-là, c'est qu'il avait forcément quelque chose à se reprocher. Malgré des recherches multiples, variées, dans toutes les cases du secteur, ils n'arriveront jamais à remettre la main dessus. Alors, est-ce bien la voiture du suspect qui a été aperçue par le chauffeur-livreur à l'époque ? Dans son témoignage, 5 jours après la mort de Patricia, l'homme hésitait beaucoup sur la couleur. On s'est rabattu du côté de l'enquête sur cette voiture en se disant bon, on n'a rien. Et on a essayé de multiplier des problèmes concernant la voiture qu'aurait eu Laurent Dejean à ce moment-là, voiture blanche, pas voiture blanche, etc. Le témoin va flotter lui-même, il sait pas tellement. Moi, si je vois une voiture plein phare dans un village et que je suis obligé de freiner, je vais dire de manière très claire quelle est cette voiture. Le véhicule dont il a été fait état. Pierre Debuisson, avocat de la défense. Ça n'était absolument pas gris comme il a pu être évoqué par le témoin. Pour les gendarmes, la piste de la Clio n'est pas concluante. Alors ils décident de creuser l'emploi du temps de Laurent Dejean au moment du meurtre de Patricia. Et une fois encore, les propos du suspect ne sont pas très clairs. Il explique qu'il était en arrêt maladie à l'époque en raison d'une douleur à l'épaule. Lorsque les enquêteurs vérifient cette déclaration, ils se rendent compte qu'à nouveau, il ment. Aurait-il quelque chose à cacher ? Après le 14 février, Laurent Dejean a été malade.
Il n'est plus venu travailler. La question intéresse les enquêteurs qui font des vérifications et qui se rendent compte que, à cette période, à ce mois de février 2011, Jean Coadon, chroniqueur judiciaire à la Dépêche du Midi. Laurent Dejean est allé consulter un psychiatre à Toulouse qui lui a donné un traitement et que donc il était, semble-t-il, en crise. Les gendarmes établissent qu'après la disparition de Patricia, ces troubles psychotiques s'accentuent. Le maire de Bouloc lui-même demande son internement à l'hôpital Marchand de Toulouse, spécialisé en psychiatrie. Cette personne était un peu troublée, ou du moins a troublé un peu l'ordre public. J'avais dû procéder à un internement. Laurent Dejean est un personnage qui va se faire un plaisir de mentir aux enquêteurs par rapport au véhicule d'abord, par rapport ensuite au motif de son hospitalisation. Léna Barrault, avocate des parties civiles. Il va indiquer qu'il est en arrêt de travail, qu'il s'est blessé, qu'en réalité Laurent Dejean était interné. Il a été admis à un hôpital psychiatrique. C'est quelqu'un qui a quelques soucis d'ordre psychiatrique, mais ces soucis-là vont s'aggraver d'une manière spectaculaire quelques jours à peine après la disparition de Patricia Bouchon. Il veut pas dire qu'il est branque. Passez-moi l'expression toulousaine, hein. C'est pas agréable de dire bon, je sors de chez les pimpins, j'étais dans un hôpital spécialisé en psychiatrie, etc. Guy Debuisson, avocat de la défense. Mais quand on lui pose la question nous-mêmes, nous, ces avocats, et il nous répondra, moi, je veux pas que les gens sachent que j'ai des problèmes psychiatriques. Les gendarmes comprennent qu'ils ont affaire à un suspect dont les troubles mentaux fragilisent toutes les déclarations. Mais les experts estiment qu'il est suffisamment responsable de ses actes. Alors, la garde à vue se poursuit. En continuant l'interrogatoire, il découvre un autre élément troublant. Laurent Dejean connaît l'endroit où on a retrouvé le corps. Il a travaillé à Villematier chez les agriculteurs qui sont peut-être même pas à 300 mètres de l'endroit où le corps a été retrouvé. Le lieu est situé sur une petite route de campagne. C'est une route que Laurent Dejean dira avoir empruntée des centaines de fois, que ce soit durant son adolescence en mobilette ou plus tard en voiture. Est-ce que c'est le hasard ? Il y a des hasards difficiles à croire. Dans tous les petits villages, les enfants, les adolescents, il est de ce village. Il est né là, etc. Les enfants, les adolescents, dans un rayon de 15-20 km, connaissent tous les endroits, parce qu'on y a joué, parce qu'on est allé à tel endroit pour chasser, pour pêcher. Ce n'est pas un argument, bien sûr, que l'on puisse retenir. Pourtant, les gendarmes en sont convaincus, ils sont sur la bonne piste. Mais lorsqu'ils interrogent leur suspect sur cette étrange coïncidence, ce dernier se met à tenir des propos incohérents. Il va dire qu'il a vu ce jour-là une trace de sang sur la route, sauf que l'endroit qu'il décrit, on est à 50 mètres au moins de l'endroit où ont été retrouvées les taches de sang dans l'impasse. Il donne des éléments qui ne correspondent pas à la réalité. Alors, qui c'est qui parle là ? Est-ce que c'est Laurent Dejean qui cherche à se protéger ? Est-ce que c'est Laurent Dejean qui, une espèce de délire, ne sait pas de quoi il parle ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu d'affabulation ? Est-ce que ce personnage un petit peu fantasque, un petit peu marginal, aurait pas des choses à leur cacher ? Quand on vous dit on va vous mettre en prison parce qu'on vous soupçonne d'avoir tué une personne, quand vous avez un caractère bien trempé, ça va. Si vous êtes fragile, on sait qu'il est fragile, il est sous curatelle, vous commencez à flotter, il a l'esprit qui vagabonde un peu. Les gendarmes sont perplexes. Sont-ils face à un malade qui a des bouffées délirantes ou au contraire face à un simulateur cherchant à éviter les questions gênantes ? De nombreux éléments en font un coupable idéal. Mais les gendarmes n'ont aucune preuve formelle. Alors même s'il reste dans le viseur, Laurent Dejean est relâché. Après 4 mois de surveillance, toujours rien. Les enquêteurs convoquent Laurent Dejean pour le réentendre une dernière fois. Ils espèrent que cette fois-ci, leur suspect aura retrouvé ses esprits. Mais, peine perdue, ses propos les intriguent encore plus. Il dit notamment qu'il a fait le deuil de Patricia Bouchon. C'est pas une phrase anodine.
Il a fait le deuil de ma mère alors que peut-être une demi-heure auparavant, il disait qu'il ne la connaissait pas. Carline Bouchon, fille de Patricia Bouchon. Il parle de ma mère comme une femme magnifique. C'est un profil qui Stéphane Juillard, avocat des parties civiles. qui fait peur quand vous êtes face à une personne qui vous dit une telle chose qui est peu commune. Et ce n'est pas tout. Son attitude à l'égard de Patricia choque les enquêteurs. Quand on lui présente une photo de la victime, Stéphane Boucher, chroniqueur judiciaire. il l'embrasse spontanément, presque tendrement, et ça, pour les enquêteurs, évidemment que ça interpelle. Nous connaissons mal les conditions dans lesquelles Laurent Desjean a été interrogé au départ en garde à vue quand il se retrouve dans un environnement qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Pierre Debuisson, avocat de la défense. Il peut être perdu et se livrer à des propos qui ne correspondent pas tout à fait à sa propre pensée, et quelques minutes plus tard ne pas se souvenir exactement et précisément ce qu'il a dit. Je pense que la pression, elle est surtout de la condition dans laquelle on est. Jean-Marc Benkemoun, expert psychiatre. Garde à vue, c'est déjà quelque chose de terrible. Le sujet qui délire, c'est un sujet vulnérable. Au moment de la garde à vue, si vous avez un sujet délirant, il n'y a pas de raison qu'il continue pas à délirer, quoi. Des propos troublants, mais trop incohérents pour accuser formellement Laurent Desjean. Une nouvelle fois, celui-ci ressort libre de la garde à vue. Nous sommes au mois de juin 2014, près de 3 ans et demi après le meurtre de Patricia. Face à toutes ces incertitudes, la famille s'impatiente et les gendarmes sont sous pression. Il leur reste cependant un atout pour tenter de confondre leurs suspects. C'est le chauffeur-livreur, auteur du portrait robot. Si ce témoin capital peut reconnaître formellement le suspect sur photo, il pourrait alors présenter Laurent Desjean au juge. Le 24 juin, le chauffeur-livreur est convoqué à la gendarmerie. Face à lui, 12 clichés. Parmi ces individus, il y a Laurent Desjean. Cet homme ne reconnaît pas Laurent Desjean. Il ne signale pas du tout le visage de Laurent Desjean. Guy Debuisson, avocat de la défense. Ce qui fait qu'on dit que c'est un témoin capital, mais c'est un témoin capital qui ne reconnaît pas Laurent Desjean. Lorsqu'il établit le portrait robot 5 jours après avoir vu l'individu, il est extrêmement précis. Léna Barrault, avocate des parties civiles. 4 ans après, le fait qu'il ne reconnaisse pas sur planche n'est pas surprenant. Le dossier est de plus en plus fragile car les enquêteurs perdent un témoignage clé. Mais il leur reste une dernière chance de confondre Laurent Desjean. Confronter son ADN aux 2 empreintes génétiques masculines retrouvées sur le corps de Patricia. On pouvait espérer que ça puisse éclairer les enquêteurs, et là, ça ne matche pas. Stéphane Boucher, chroniqueur judiciaire. L'ADN de Laurent Desjean n'a pas été retrouvé sur le corps de la victime. Il est impossible que sur une agression aussi violente qui va probablement entraîner la mort de la victime, on ne retrouve pas l'ADN de Laurent Desjean si c'est lui qui est l'auteur des coups qui ont été portés à Patricia Bouchon. Au terme de leur enquête, les gendarmes n'ont établi aucun lien entre Laurent Desjean et Patricia Bouchon. C'est au procureur de décider de poursuivre ou non le suspect. Sa décision tombe en février 2015. Cette affaire à présent qui revient à la une de l'actualité, il y a 4 ans, une femme qui faisait son jogging près de Toulouse avait été assassinée et aujourd'hui, un suspect a été mis en examen pour homicide volontaire. Le procureur a repassé tout le dossier au crible. S'il n'y a pas de preuves formelles, tous les indices convergent vers Laurent Desjean. Le fait d'avoir caché qu'il possédait une Clio, son habitude de rôder la nuit, et enfin, ses déclarations contradictoires et incohérentes. Mais ces éléments restent insuffisants, selon son avocat. Il a fallu 4 ans pour finalement décider de façon très surprenante de le mettre en examen, alors qu'il n'y avait aucun élément permettant d'envisager l'existence de charges sérieuses. Même s'il clame toujours son innocence, le prévenu est placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Seyss, près de Toulouse. Maintenant qu'il est mis en examen, les enquêteurs doivent impérativement étayer leur dossier au cas où il serait renvoyé aux assises. Alors ils organisent une reconstitution de la disparition de Patricia
Et à la surprise des enquêteurs, cette reconstitution fragilise un peu plus la thèse de l'accusation. Le premier doute survient dans l'impasse où réside le couple de témoins qui a entendu des cris et des pleurs. On va demander à Laurent Dejean de parler. Jean Coadon, chroniqueur judiciaire à la Dépêche du Midi. Pour que les témoins, fenêtre ouverte à quelques dizaines de mètres, essayent d'identifier sa voix. Ils vont dire Laurent Dejean n'a absolument rien à voir avec la voix et les cris du criminel cette nuit-là. Sur le plan émotionnel, il ne se trouve bien évidemment pas dans les mêmes circonstances, et donc la voix peut en être modifiée. J'imagine que quand on tue quelqu'un, notre voix peut être différente. Les enquêteurs qui étaient sûrs de détenir le coupable doivent se rendre à l'évidence. Les éléments à charge sont remis en cause les uns après les autres. La Clio n'a pas été retrouvée. Le témoin ne l'identifie pas sur la planche photographique. Son ADN n'est pas présent sur le corps de Patricia. Et le couple de retraités ne reconnaît pas sa voix. C'est pas sur une voix qu'on peut se baser. Stéphane Juillard, avocat des parties civiles. Pour exonérer quelqu'un de sa responsabilité. Chaque fois qu'il y a un élément concret, l'ADN, pas d'ADN des gens. Le tapissage, on reconnaît tout le monde sauf des gens. Guy Debuisson, avocat de la défense. Les voix, on entend les voix, c'est pas celle de des gens. Ça commence à faire beaucoup. Mais un dernier élément fait douter les enquêteurs. Ils apprennent que lorsqu'il a des crises de violence à l'égard de ses proches, tout de suite après, il s'excuse. Ça ressemble quand même beaucoup aux phrases qui ont été entendues par ce couple. Caroline Bouchon, fille de Patricia Bouchon. Excuse-moi, plusieurs fois de la part d'un homme. Laurent Dejean n'était pas proche de Patricia Bouchon et qu'il ne la tutoyait pas. Pierre Debuisson, avocat de la défense. Ce qui démontre que celui qui a tué Patricia Bouchon était forcément un proche de la victime. Pour les défenseurs de Laurent Dejean, ce tutoiement, suivi des mots « je ne voulais pas ça », désigne un tout autre coupable. Ils soupçonnent Christian, le mari de Patricia. C'était peut-être le mari qui l'avait suivi, qui avait une difficulté, et que le tutoiement vient du fait que, bien entendu, c'était son mari, qu'il ne voulait pas ça parce qu'il y a eu une forme de violence, et ne voulant pas ça, c'était quoi? Je ne voulais pas te tuer? Le fait d'aller courir nuit après nuit à 5h, 4h, 6h du matin, c'est quelque chose d'étonnant. Et ça peut légitimement faire penser à une relation extra-conjugale et donc, par voie de conséquence, à une vengeance sentimentale du mari. Face à ces accusations, le mari se dit prêt à affronter les défenseurs de Laurent Dejean. Ils ont mal lu le dossier, hein. C'est tout ce que la défense a trouvé, donc je trouve que c'est très bien pour la partie civile. Moi, j'ai ma conscience pour moi et voilà. Christian Bouchon, mari de Patricia Bouchon. J'ai ma conscience, mais on en discutera, je pense, avec la défense et je saurai leur expliquer. S'il y a des choses qu'ils n'ont pas bien compris, je saurai leur expliquer. Mes parents, ils se sont connus très jeunes, ils se sont jamais quittés. C'est l'exemple type de l'amour pour moi. C'est la plus belle référence d'histoire d'amour que je connaisse. De leur côté, les enquêteurs ont mis Christian Bouchon hors de cause depuis longtemps. Ils restent convaincus qu'il s'agit de l'œuvre d'un prédateur sexuel qui avait repéré Patricia lors de ses joggings matinaux et qu'il a agi sous le coup de l'impulsion. Car ils ont aussi déterminé que Laurent Dejean, à l'époque, était en pleine déception amoureuse. Toute crise humaine va pouvoir potentiellement participer au fait que ce jour-là, on passera à l'acte. Jean-Marc Benkemoun, expert psychiatre. Quelqu'un qui a été mis au chômage ou quelqu'un qui vit une rupture sentimentale. Il avait une petite amie. Sandra Damiano, sœur de Patricia Bouchon. Elle l'a quitté et on pense qu'il s'est jamais remis de cette rupture. Il y a un truc étrange quand même, ça s'est passé un 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Ma mère ressemblait énormément apparemment à son ex-copine. Il s'est fait rejeter et ça lui a pas plu.
Au mois de février 2018, 7 ans après le meurtre de Patricia Bouchon, Laurent Dejean est renvoyé devant les assises. C'est un soulagement lorsque le renvoi aux assises est confirmé. Léna Barrault, avocate des parties civiles. Mais au final, on s'en doutait. Je m'attendais à tout sauf à ça. Je m'étais dit, là, on a gagné, on a enfin convaincu. Tout ce que l'on dit depuis des années porte ses fruits, donc déception profonde. Les magistrats refusent de trancher et ont préféré botter en touche en attendant que la cour d'assises tranche. Il faut un coupable. Laurent Dejean, c'est même pas le coupable idéal, c'est le pauvre pigeon qui se retrouve là et qui ne sait pas se défendre. Le 14 mars 2019, le procès s'ouvre devant la cour d'assises de la Haute-Garonne. Aucun élément nouveau n'est présenté. Et au terme des audiences, coup de théâtre. Faute de preuves, le parquet général réclame l'acquittement pur et simple de Laurent Dejean. Pour l'accusé, c'est maintenant quitte ou double. Soit il est condamné pour meurtre, soit il est blanchi. Ce sera au juré de trancher. Après 15 jours de débat, le verdict tombe. Déclaré coupable de meurtre, Laurent Dejean bénéficie cependant de circonstances atténuantes en raison de ses troubles psychotiques. Il est condamné à 20 ans de prison. La famille de Patricia Bouchon est soulagée. Justice est rendue. Les avocats ont été super. Patricia, il n'y a pas de haine là-dedans. Pourquoi de la haine? Ça sert à rien. La haine, il est malade. Tout le monde en est conscient, convaincu. J'espère qu'il sera soigné. On remercie finalement les jurés là pour d'avoir pris conscience et de pas avoir été dupe de Laurent Dejean. Ses avocats font immédiatement appel de cette condamnation. Un nouveau procès devra établir si Laurent Dejean est, oui ou non, le meurtrier de Patricia Bouchon. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.